Et c'est parti, bienvenue sur Storia Mundi. Ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Patrick Llewellyn, que je ne prononce pas à la gaélique comme il m'y a invité. Patrick, bonsoir. Bien joué. Alors, Patrick est toujours aussi passionné de technologie, d'exploration, d'Australie, et il va nous parler ce soir de la bataille des longitudes. N'est-ce pas, Patrick? Précisément. Alors, il est 17h58, on teste 59. Soyons précis, c'est le thème de ce soir. On... Pas mal. Je me suis perdu, Pas mais mal. peu importe, il est 17h59, juste avant de ne se plonger à la suite de Patrick Llewellyn dans la bataille pardon, des longitudes. Je vous propose de vérifier le son et l'image. Alors, Jacques Laronde, que je salue, nous confirme que le son et l'image fonctionnent, tout comme Marie-Christine Néant, Monique Espéron, Maryse Bresson, Claudine Knitel de Strasbourg nous rassure également, tout comme Béatrice Colonna de Lausanne et Nicole Pfiffer également. Merci à tous et à toutes. Il est pratiquement 18 heures. Alors, je m'excuse de ne pas afficher d'image, mais j'ai un problème de connexion, donc vous n'aurez que la voix. Mais dans le fond, c'est Patrick que l'on doit voir et entendre. Il est 18 heures. Le moment pour moi de vous souhaiter une bonne conférence. Je vous retrouve à la fin de la présentation pour la séance de questions et de réponses. Bonne conférence à tous. Patrick, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci Laurent. Je vais vous poser une question à tous. Plutôt vous proposer quelque chose. Donnez-moi l'heure et je vous dirai où vous êtes. À propos de savoir où vous êtes, est-ce que vous savez où se trouvent les îles Sorlingues? Les Anglais appellent ça les Scilly Islands. Scilly, SC, pour ceux qui parlent l'anglais, pas Scilly. Eh bien, sur l'écran que vous avez ici, c'est exactement là où se trouve le point rouge, à peu près nulle part. C'est à l'entrée de la Manche. C'est une série de cailloux avec trois cornoyers dessus. Et figurez-vous que nous sommes au début de cette conférence qui va s'étendre sur 300 ans, y compris dans le futur. Nous sommes le 22 octobre 1707. Et le 22 octobre 1707, la très orgueilleuse flotte britannique, anglaise, pardon, elle n'est pas encore britannique, anglaise de Méditerranée revient vous allez me dire de Méditerranée, oui évidemment, mais plus particulièrement d'Espagne où elle vient de nous coller encore une fois une déculottée, nous étant les Français. Ils rentrent et ils ont prévu normalement de venir à Plymouth. Donc vous voyez, Plymouth est en bleu là sur votre carte, vous le voyez. Mais il se trouve que sur les 21 navires de la flotte, 4 d'entre eux, dont l'Association, l'HMS Association que vous allez là en plein milieu, celui de l'amiral, se fracasse sur les cailloux de cette série de petites îles. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils se sont trompés dans les observations des longitudes. Ils ne savaient pas exactement où ils étaient d'est en ouest. Donc ils pensaient rentrer tranquillement dans la Manche et pouvoir aller à Plymouth, et paf, 4 de ces grands orgueilleux navires, qui une fois de plus nous en avait collé une. Alors quand je dis qu'on nous avait collé une, c'est quand même la flotte qui avait capturé Gibraltar et qui a permis que Gibraltar soit toujours anglais aujourd'hui. Donc tout Français peut se permettre d'avoir une petite dent contre eux, mais ça c'est autre chose. Les pauvres, 4 de ces énormes navires coulent. Ils perdent 1700 marins à peu près, hein, quand même, c'est énorme, qui sont noyés. Et l'histoire raconte même que l'amiral Chauvel que vous voyez ici, donc qui est l'amiral qui commande cette flotte, l'histoire que je vous raconte n'est pas documentée. C'est une légende, mais qui pourrait être vraiment possible, fait partie des très rares survivants parmi les noyés qui réussissent à nager jusqu'aux terres, jusqu'à ces tout petits cailloux qui traînent là. Mais il se trouve que ce n'est pas exactement le premier naufrage, ni d'ailleurs le dernier. Sur les îles Scilly, donc sur les Scilly Islands,
puisqu'elles sont anglaises. Ce sont des pilleurs d'épaves, hein, les gens du coin. Et on raconte qu'une femme a égorgé le malheureux vainqueur de la flotte française pour s'emparer de la bague avec une énorme émeraude qu'il avait à la main et qui constituait évidemment un trésor énorme pour cette personne. Pourquoi se sont-ils échoués? Eh bien parce qu'ils n'ont pas été capables de déterminer la longitude. C'est quoi la longitude? On va peut-être commencer par là, histoire que je sois clair, parce que, alors, je vous prie de m'excuser, vous êtes là, moi je me vois là, et vous êtes là, donc j'essaye de vous regarder là. Qu'est-ce que c'est la longitude? Pour déterminer sa position en mer, c'est un croisement entre entre les méridiens et les parallèles. La latitude, elle est là, elle est facile, vous avez ici l'équateur, et la latitude, donc les parallèles les uns à côté des autres, elle est déterminée en fonction de la hauteur entre l'horizon et le soleil. Plus vous êtes près de l'équateur, plus le soleil est haut. Donc quand vous regardez tout simplement à midi, c'est-à-dire au zénith, quand vous regardez à midi l'endroit où se trouve le soleil, eh bien vous savez à peu près en fonction de la hauteur où vous vous trouvez. Alors vous savez beaucoup plus qu'à peu près quand vous êtes un marin, puisque bien évidemment, vous disposez à bord de tables astronomiques qui vous permettent de déterminer très exactement en fonction de l'angle. Il faut faire de la trigo. Donc en trigonométrie, en fonction de l'angle entre, à midi exactement, c'est-à-dire au zénith, entre l'horizon et le soleil, où vous vous trouvez quelque part entre le pôle nord, l'équateur et le pôle sud. Bien. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, alors vous faites ça, bon, je vous le dis quand même parce que vous avez le droit de savoir, vous faites ça avec ce truc-là. Ça, c'est un sextant. En fait, ce sont les Anglais qui, dans les années 1730, donc après la catastrophe que je viens dont je viens de vous parler, ont inventé ces instruments. L'octant d'abord, le sextant après. L'octant vous permet d'avoir un angle de 90 degrés, le sextant de 120 degrés, peu importe. C'est un instrument qui vous permet de façon extrêmement simple de regarder à midi où se trouve le soleil. Donc, dans la marine, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la marine, le changement de jour, il n'est pas à minuit, il est à midi. À midi, le soleil atteint son zénith. Et donc, vous regardez le soleil monter. Quand il s'arrête, il est midi, changement de jour, et ensuite il redescend. Et quand il est midi, dans le sextant ou l'octant, vous regardez le soleil, vous mesurez avec, vous voyez, la petite chose qui permet de se balader autour de l'angle là. Vous regardez quel est l'angle entre l'horizon, qui est extrêmement facile à déterminer en mer, évidemment, c'est la ligne que vous avez devant vous, et le soleil. Vous savez où vous êtes, quelque part entre le pôle et quelque part entre le pôle et l'équateur, l'un des pôles et l'équateur. C'est un Anglais qui a inventé cet instrument, un certain John Hadley, en 1731 seulement, le sextant. Bon, il y a des mauvaises langues qui disent qu'un Américain a inventé la même chose en même temps, mais ce sont sûrement des mauvaises langues. On va passer sur ce sujet. Donc, vous avez la possibilité avec ce bidule de savoir où vous êtes quelque part entre les deux pôles. Très bien. Reste le problème, et j'y reviens, de la longitude. Donc sur la carte, sur la map monde de droite que vous avez là, la longitude, ce sont des cercles et les méridiens, c'est-à-dire ce sont des cercles qui font le tour de la Terre en passant par le pôle. Vous en avez 24, une par heure, 24 heures. Le méridien 0 que vous avez là, c'est le méridien de Greenwich. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ce sont les Anglais qui ont le méridien 0. Et tous les 15 degrés, vous avez une heure. Donc, vous avez 24 méridiens, 15 degrés, 1 heure, etc. Donc, 15 degrés plus les minutes qui sont dessus, et ainsi de suite. Bien. Alors, il est assez facile, théoriquement, de savoir où on se trouve si on sait où on se trouve entre les deux pôles, et si on sait où on se trouve dans ce sens-là. Sauf que c'est à peu près impossible au XVIIIe siècle. Dont je vous rappelle, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des explorations, c'est le siècle d'exploration du Pacifique. C'est le siècle de la Pérouse, c'est le siècle de Cook, le plus grand navigateur de tous les temps, objectivement. Hélas, il est anglais.
c'est le siècle de Bougainville, etc., etc., etc. Comment on fait pour savoir où on est dans ce sens-là? Parce qu'il faut avoir l'heure. Pour calculer votre longitude, il faut avoir à bord une montre qui vous dise quelle est l'heure du méridien 0. Alors, j'essaie d'être clair. Vous êtes en train de vous balader quelque part dans l'Atlantique. Vous savez, puisque vous avez utilisé votre sextant et que vous avez regardé où est... Cling, quelqu'un me dit quelque chose. Vous savez où est le soleil au zénith. Donc, vous savez à peu près où vous êtes quelque part entre les pôles et l'équateur. À ce moment-là, vous dites top. Je ne sais pas si vous savez, mais le mot top, y compris en français, vient de là. Top, c'est-à-dire le sommet en anglais. Donc, top, c'est le zénith, et c'est le top départ de l'heure, du moment où on commence à savoir, à calculer l'heure, ou c'est le top départ, whatever. Le mot top vient de là, en français. Bien. Maintenant, où est-ce qu'on est dans l'autre sens? Eh bien, il faut avoir une montre. Cette montre, elle est réglée sur l'heure du méridien de départ, le méridien de Greenwich pour les Anglais, le méridien de Paris pour les Français, qui était à 2 degrés 20, un peu plus à droite, peu importe. Et c'est très simple. Imaginez qu'il est midi, puisque le soleil a atteint son zénith, il est midi là où vous êtes en plein milieu de l'Atlantique. Vous regardez la montre qui est réglée sur l'heure de Greenwich ou de Paris. Cette montre indique qu'il est 15 heures. Eh bien, très simplement, 15 heures signifie que vous êtes à 3 méridiens, 5 heures, 10 heures, 15 heures, 3 méridiens à l'ouest du méridien de départ. Et vous savez où vous êtes. Jusque-là, tout va bien, très facile. Sauf qu'il faut avoir une montre qui fonctionne en mer. Et comme nous allons le voir, une montre qui fonctionne en mer, ça n'est pas si simple. C'est même extrêmement compliqué. C'est même un défi technologique incroyablement difficile et incroyablement cher. C'est tellement compliqué. Et l'enjeu géopolitique est tel. L'enjeu géopolitique, c'est l'exploration du reste de la Terre, c'est-à-dire de la mer qu'on ne connaît pas. C'est tout le Pacifique, vous vous rendez compte? Tout le Pacifique qu'on ne connaît pas. Et les Français et les Anglais, les deux superpuissances de l'époque, bien entendu, n'ont absolument pas l'intention, l'une comme l'autre, de laisser l'autre explorer, découvrir, posséder, faire les cartes de terres qui sont inconnues. Parce que pour faire une carte, eh ben, il faut savoir où on est. Pour faire savoir où on est, il faut savoir retenir la position qu'on a. Pour retenir la position qu'on a, il faut une montre. Les montres, on ne les a pas. C'est tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Je vais... alors, je vais revenir ici. Je vais vous montrer un petit truc qui s'appelle qui est un document qui est à peu près aussi important dans l'exploration et la connaissance du monde. C'est un document qui est presque aussi important. Celui-ci, il est à Greenwich, hein, au Muséum de Greenwich, la Mecque, en ce qui concerne tout ce qui est maritime. Il est presque aussi important que le document de la Déclaration d'indépendance aux États-Unis. C'est le Longitude Act. À la suite de la catastrophe de Scilly, le Parlement britannique a décidé qu'il fallait absolument savoir où on se trouvait en mer. Et donc, il a écrit cet acte, ce Longitude Act. Ce Longitude Act, décrète que un prix alors je peux vous faire le détail, mais au total, un prix de 20 000 livres sterling serait attribué à celui qui serait capable de créer, de fabriquer, de mettre au point une montre fiable qui permette de calculer la longitude en mer à bord de bateau. 20 000 livres, je vous passe les détails du Longitude Act, mais 20 000 livres, c'est littéralement, en Angleterre à l'époque, 20 000 livres d'argent pur. 10 tonnes d'argent pur. D'accord? 6 380 000 euros. Alors quand je vous donne ce chiffre, c'est toujours très compliqué, évidemment, de faire la conversion entre les monnaies de l'Ancien Régime, des Anciens Régimes, et pays par pays, et de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais l'avantage avec les livres sterling, c'est que c'est très simple. 20 000 livres, c'est 10 tonnes d'argent. 10 tonnes d'argent, j'ai vérifié ce matin, c'est exactement 6 380 000 euros. Bon.
Il y a de quoi susciter des vocations. Bien. Seulement, comme je vous le disais, c'est très compliqué, on va voir pourquoi après. Comment on faisait jusque-là pour calculer la longitude, c'est-à-dire pour savoir où on allait, pour savoir où on était, pour savoir où on faisait, pour savoir faire une carte. Vous savez, par exemple, parlons de l'Australie, puisque c'est un endroit que je connais bien. C'est bien d'explorer les côtes de l'Australie, qui ne l'étaient pas du tout encore à l'époque. Mais pour faire la carte, comment on fait si on ne sait pas où on est? Bon. Petite précision, le longitude que vous avez ici précisait que non seulement il fallait créer une montre capable pendant des années, parce que ça durait des années, les expéditions en mer à l'époque, de savoir où on se trouvait, donc d'être fiable à la minute près, mais il fallait qu'elle soit vérifiée par un trajet transatlantique aller et retour. On va y revenir. Comment on faisait à cette époque? Eh bien, un certain... Il est là, mon d'après. Voilà la bête noire des Anglais de l'époque, c'est un Français. Comment on faisait à l'époque? On essayait de travailler à partir de ce qu'on appelait le calcul des distances lunaires. Alors, mathématiquement, c'est une horreur absolue. Il fallait être capable de faire de la trigonométrie sphérique de tête, pratiquement. Ce qui explique pourquoi les marins étaient tous des mathématiciens. Souvenez-vous d'ailleurs que Bonaparte aurait dû être marin. Il était mathématicien, aurait dû être marin, et a été, pour différentes raisons, aurait dû être dans l'expédition La Pérouse, et parce qu'il était trop jeune, n'a pas été admis. D'après de Manvillette, est celui qui a utilisé le plus efficacement le système de calcul des distances lunaires. C'est quoi? Eh bien, on prend le sextant que vous aviez vu tout à l'heure. Vous savez, je vous avais montré le sextant. Vous savez quoi? Puisque vous êtes là, je vais vous le remontrer. On prend ce bidule et on calcule l'angle entre la Lune, qui a l'avantage d'être un astre parfaitement reconnaissable, parfaitement visible, et on calcule l'angle qu'il y a entre la Lune et le Soleil, ou entre la Lune et une dizaine d'astres qui sont très bien connus par les astronomes, notamment des lunes de Jupiter. Et tout ceci doit être rapporté avec des tables de navigation et d'astronomie qui ont été calculées par des astronomes, et après avoir passé 6 à 12 heures de calcul, je n'exagère pas, c'était ça, 6 à 12 heures de calcul, on finit par aboutir à dresser une carte dans ce genre. Il n'en reste pas moins que, d'après Manvillette, a créé dans les années... Alors, attendez, je regarde ma date exacte, 1700. Oui, la lune de Newton. Alors, à partir des calculs de Newton, d'un Anglais, en 1713, il a créé son Neptune oriental. Son expédition a duré de 1735 à 1742. Le Neptune oriental, comme vous voyez, c'est un gros bouquin. C'est toute une série de cartes de l'Inde, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Je fais un petit détail, n'oubliez pas que la moitié de l'Inde appartenait à la France à l'époque. J'en ai déjà parlé dans une conférence précédente, j'en reparlerai. C'était avant que les Anglais soient propriétaires de l'Inde, si j'ose dire. À l'époque, l'Inde était française. Créer ce genre de choses qui, pour un marin, paraît-il, est compréhensible. Moi, je vous rassure, j'ai un peu de mal à suivre. Mais en tout cas, ce livre, le Neptune oriental d'après Manvillette, officier de la compagnie française des Indes orientales, est un jalon extrêmement important dans l'histoire de la géographie et de la cartographie. Donc il crée ça, les Anglais sont d'ailleurs très fâchés, mais ils s'en servent. Croyez-moi, ils s'en servent. Bien, on fait ce genre de choses, donc on passe 12 heures à faire des calculs, mais pendant ce temps, quand même, eh bien, un certain nombre de gens, à la suite de ce fameux acte, longitude acte anglais, avec sa colossale récompense, se disent qu'il faudrait peut-être commencer à travailler. Et parmi ceux-ci, je vous présente M. John Harrison. Mon cher John, un Anglais, est un ébéniste à la base. Il n'est qu'un astronome et surtout un horloger amateur, mais amateur passionné. Et il décide que ce sera lui qui allait créer le premier chronomètre de marine fiable. Et vous savez quoi? Il va y réussir. Et je voudrais vous raconter comment. Mais d'abord, comment ça marche une montre? Commençons par là. Pourquoi c'est si compliqué d'avoir une montre en mer?
Qu'est-ce que c'est qu'une montre? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui permet de mesurer le temps? Une oscillation. Une montre, quelle qu'elle soit, c'est un oscillateur. Un certain nombre de battements vous permettent de déterminer un temps. Donc votre horloge, vous savez, l'horloge franc-comtoise, je ne sais pas si vous en avez eu de votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, peu importe, avec son énorme balancier. Un balancement par seconde, et bien ce balancement, ça fait une seconde. Une montre de marine, comme celle qu'il porte à la main, la H4, que vous voyez dans sa main, là, on va en reparler, c'est 4 battements par seconde. Pourquoi c'est compliqué? Alors ça, c'est des balancements mécaniques, d'accord? Il peut y avoir des balancements électriques. C'est la montre à quartz. Vous vous souvenez, pour ceux d'entre vous qui ont connu le passage à la montre à quartz dans les années 70-80, je viens de vous dire qu'une montre mécanique, les plus précises qui soient, les montres les montres de marine, c'est 4, 1, 2, 3, 4 par seconde. Les montres à quartz, eh bien, le quartz a des propriétés piézoélectriques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'oscillateur d'une montre à quartz, qui est activé par un courant électrique, c'est pour ça que vous avez besoin d'une pile dans la montre à quartz, il bat, je regarde le chiffre, 32 768 fois par seconde. Vous imaginez la différence de précision. Et ensuite, l'oscillation dont je vous parle, elle peut être atomique. On va y revenir. Ce sont les horloges atomiques. On utilise dans les horloges atomiques, vous les utilisez tous les jours, le sachiez-vous ou non, mais regardez votre téléphone, vous l'utilisez tous les jours. C'est à peu près 10 milliards de battements par seconde. Je vais vous donner le chiffre parce qu'il n'est pas par hasard. 9 milliards 192 millions 631 770 fois par seconde. Pourquoi je vous donne ce chiffre? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure officielle. C'est la mesure officielle, universelle, du temps. C'est ce battement qui considère que c'est une seconde, et c'est à partir de ce moment-là qu'on calcule un temps réel dans le monde aujourd'hui. On va revenir à notre montre mécanique. On va revenir à nos 4 battements là. Bon. Le problème avec un... Quel est le problème? Pourquoi est-ce que c'est un problème avec un battement, avec un balancier dans sa montre là? Pourquoi est-ce que c'est un problème en mer? Parce que le battement, le balancier, il y a un poids au bout, tout simplement. Ce poids, il est en métal. La plupart du temps, c'est du cuivre ou du laiton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce métal, il est sensible à des tas de choses. Il est sensible à la température. Quand il fait chaud, il se dilate. Donc, il est plus grand, il bat plus lentement. Quand il fait froid, il se rétracte. Il bat plus vite. Donc, il y a des erreurs. La vitesse de balancement ralentit, accélère, etc. Vous ajoutez à ça l'humidité, vous ajoutez à ça le fait qu'un bateau, ça bouge. Et ben, le balancier, lui, il est sensible, évidemment. Quand ça bouge, il bouge aussi. Ne parlons même pas des coups de canon. Bref, quand vous avez en mer une erreur d'1 minute, et je vous rappelle qu'une expédition autour du monde, ça dure 4 ans. Quand vous avez en mer 1 minute d'erreur, vous faites 23 km d'erreur à l'équateur. Je précise. 23 km. Essayez donc de retrouver l'endroit que vous aviez exploré si vous avez fait 23 km d'erreur et que vous dessinez la carte. C'est râpé. Alors, notre ami John Harrison, notre passionné, essaie de trouver une solution pour que ce soit le plus fiable possible en mer et qu'on ait moins d'1 minute d'erreur au strict maximum, mais surtout qu'on puisse corriger cette erreur en mer. Et il crée les uns après les autres, il réussit à créer ces chronomètres de marine. Je vais vous montrer le premier, ne rigolez pas. Je vous présente le H1, Harrison 1. Alors vous voyez le bidule? Cet engin est il est à Greenwich, bien entendu. Cet engin est une pure merveille de micromécanique. C'est absolument incroyable. Seulement, c'est assez difficile à utiliser en mer. Je vais vous le montrer de profil. Ouais. Donc bon, pas très pratique dans un bateau. Il n'en reste pas moins qu'il embarque ce truc dans un bateau et qu'un bateau anglais fait Londres
Lisbonne et retour, et prouve que le chronomètre fonctionne très bien. Mais rappelez-vous, le Longitude Act prévoyait une traversée transatlantique qui dure plus d'1 an. Donc, ça n'a pas été homologué comme étant valable pour avoir le prix du Longitude Act, mais c'était déjà la première étape vers quelque chose qui fonctionnait. Bon, je vous passe le 1, le 2 qui est un échec, le 3, etc. Il arrive au 4. Alors, vous avez vu ce bidule? On est en 1730. Là, on est en 1730. 29 ans plus tard, parce qu'il lui a fallu tout ce temps-là, tellement c'était compliqué. On arrive à ça. Attendez, je le remontre. Voilà, c'est celui-là, là. Voilà. Vous ne trouvez pas que c'est plus pratique? Moi aussi, et le marin aussi. Ça, c'est le H4. Et ce chronomètre est l'un des outils les plus extraordinaires de toute l'histoire de la mécanique ou même de l'ingénierie humaine. Ça fonctionne tellement bien que, essayé en mer, il va être 5 à 6 fois plus précis que ce que demandait le Longitude Act. Mais il lui a fallu 29 ans. On est en 1759. Rappelez-vous, Longitude Act, 1714. On est en 1759 avec ce machin magnifique-là. Lui aussi, il est au Greenwich Museum, en fait. Très bien. Le pauvre John Harrison, il a 2 ennemis. Il a des ennemis extérieurs et il a des ennemis intérieurs. L'ennemi extérieur, devinez qui c'est nous. Plus exactement, que je vous le retrouve, parce que je vais finir par me perdre, mon petit Bertou, l'ennemi extérieur, c'est un Français, c'est lui. Il s'appelle Ferdinand Berthoud, il est d'origine suisse. Oui. Il y en a que j'entends déjà rire. On parle de monde, c'est un Suisse. Oui, il est d'origine suisse. Il s'est installé à 18 ans en France comme compagnon. C'est un homme brillantissime, brillantissime. Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus différent. C'est ça qui est très intéressant dans cette histoire, entre Harrison, qui est un ébéniste, qui est un passionné, qui est un amateur, et qui réussit à faire des merveilles comme ces montres, qu'il fera ensuite faire réaliser par des horlogers, et Ferdinand Berthoud, qui lui est un ingénieur. Il est tellement bon qu'il devient maître horloger au bout de 10 ans, à 20 et quelques années, avant 30 ans, ce qui n'était pas possible normalement, selon les règles, vous savez, dans les corporations en France. Pour devenir maître, c'était complexe, c'était long, il fallait être compagnon très très longtemps, il fallait avoir le droit, il fallait acheter, etc. Eh bien, beaucoup plus tôt que les autres n'auraient eu droit, il était tellement bon que par décision personnelle du roi, il devient maître horloger en 1753. Il est d'ailleurs tellement prestigieux que Diderot lui demande d'écrire un certain nombre d'articles dans l'encyclopédie. Il se passionne lui aussi, évidemment il est horloger, il se passionne lui aussi pour ce qu'il y a de plus compliqué mécaniquement parlant, les montres de marine. Et il se trouve que le terrain politique est favorable. Pourquoi? Parce que la France vient de subir une défaite terrible. La guerre de 7 ans. Le traité de Paris de 1763, vous vous souvenez, je vous avais dit que l'Inde avait été française, et bien on l'a perdu par ce traité. On a perdu l'Amérique, le Canada, on l'a perdu. On a perdu la Louisiane, on a tout perdu. Ça n'a pas plu à tout le monde. Ça n'a pas plu à Louis XV, évidemment. Ça n'a pas plu à son principal ministre, Choiseul. Choiseul décide que la marine qui avait été, la grande marine française qui avait été quasiment abandonnée suite à la perte, justement à la perte de Gibraltar, le bonhomme que je vous ai montré au début qui s'est planté sur les îles Scilly, c'était sa faute. Bon, on est en 1707. 1763, Choiseul décide que ça suffit, on a assez joué, on va recréer une grande marine française. Mais on ne peut pas avoir une grande marine sans être capable de faire des cartes, sans être capable de calculer une longitude, sans savoir des montres. Alors évidemment, Berthoud devient extrêmement intéressant pour le roi. Et il est financé, évidemment, contrairement à l'Angleterre où
où le pauvre Harrison se débrouille comme il peut pour le moment, il est largement financé. La première montre, la Ferdinand Berthoud numéro 1, apparaît assez rapidement. On est en 1761. Il est nommé, il la présente, elle ne peut pas encore être embarquée, mais elle est déjà techniquement tellement valable qu'il est immédiatement nommé horloger de la marine. 1764, le roi en personne, Louis XV, en personne, l'envoie en Angleterre rencontrer Harrison. Chez n'importe qui d'autre, ça s'appelle de l'espionnage. Bon, d'ailleurs, chez eux aussi, parce que c'est exactement comme ça qu'Harrison l'a vu. Théoriquement, Berthoud devait non seulement rencontrer Harrison, discuter avec lui, etc., mais devait avoir le droit d'examiner la H4. Harrison a catégoriquement refusé de lui laisser même voir de loin la H4. Bon, il rentre. Berthoud est quand même nommé membre étranger de la Royal Society. Bien. Bon, il rentre en France. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons les deux conquérants de ce qui sera la conquête du Pacifique, qui ont chacun leurs armes, la H4 et la numéro 3, la H4 de Harrison et la numéro 3 de Berthoud, et donc leurs champions, Harrison et Berthoud. Ce que très peu de gens savent, et ce que j'aime à faire savoir dans cette conférence et chaque fois que je parle de ça, c'est que cette conquête entre les deux superpuissances de la connaissance du monde, qui était quelque chose d'extrêmement important au temps des Lumières, ce sont deux personnages, deux horlogers, un professionnel et un amateur, aussi bons l'un que l'autre, qui sont les armes des deux rois personnellement. Et je vais vous dire pourquoi les deux rois personnellement. Je vous rappelle, il faut, pour que les montres soient admises comme étant utilisables dans une expédition scientifique, il faut qu'elles fassent d'abord une traversée transatlantique d'essai aller-retour. Harrison a un petit problème. C'est un ébéniste. C'est un manuel. Les gens du Board of Longitude, donc du Bureau des longitudes, qui a été créé par le même Longitude Act dont nous avons parlé, sont évidemment tous des aristocrates qui ne maîtrisent rien, mais maîtrisent parfaitement, le petit amateur. Il y en a un en particulier, bon, je vais passer sur son nom, qui n'est pas intéressant, mais le H4 fonctionne tellement bien que en 1761, un bateau, le Deptford, est effectivement envoyé depuis l'Angleterre jusqu'à la Jamaïque et retour. Je vérifie mes notes pour vérifier que je ne me trompe pas. C'est bien la Jamaïque. Oui. Kingston. Pour vérifier que le chronomètre fonctionne bien selon les critères déterminés par le Longitude Act de 1714. On est en 1761. Il marche tellement bien qu'il est 5 fois plus précis que ce qui était exigé. Sauf que les astronomes du Bureau des longitudes ne veulent pas en entendre parler. Prétendent un certain nombre de choses, bref, ordonnent un deuxième voyage. Un deuxième voyage est ordonné par le roi. Il part en 1763. Le bateau s'appelle le Tartare. Et à bord, donc l'un des astronomes du Bureau des longitudes, Maskelyne, bon, peu importe, est à bord pour vérifier, avec le calcul des distances lunaires dont je vous ai parlé, vérifie que la montre fonctionne. Il se trouve que la montre fonctionne encore mieux qu'il ne l'avait prévu. Seulement, la jalousie fait qu'il affirme dans son rapport qu'elle ne fonctionne que parce que c'était une série d'erreurs qui s'annulaient les unes les autres. Si, je jure que c'est vrai. Résultat des courses, Harrison demande ses 20 000 euros, c'est 20 000 livres pour son H4, je vais vous le remettre le H4, voilà, demande les 20 000 livres pour son H4, elles lui sont refusées. Bon, il fait appel, le Parlement lui octroie quand même la moitié, 10 000 livres, ça fait quand même 3 200 000 euros pour poursuivre ses travaux. Sauf que le board confisque la H4, il n'y en a qu'une, confisque la H4.
Alors, Harrison refait une autre montre, il l'appelle la H5, il la confie au roi. Et c'est là que je vous dis que les rois eux-mêmes entrent en conflit l'un contre l'autre. Le roi Georges III, vous savez, le fou, celui qui prenait un arbre dans son jardin pour le roi de Prusse, il n'était pas si fou que ça. Enfin, pas toujours, était lui-même passionné, le fait essayer, constate et ordonne une allonge, on va dire, de 8 750 livres, soit 2 800 000 euros. Donc, Harrison est quand même très très bien payé, mais le prix du Longitude Act de 1714 par jalousie des gens du board ne sera jamais attribué. Il ne l'aura jamais. Et jamais personne ne l'aura. Il aura presque tout l'argent, mais il n'aura jamais, là, à 80 ans, il n'aura jamais la récompense qui, objectivement, lui était due. Et nous, pendant ce temps, nous, on n'attend pas. Berthoud, il nous fait la numéro 6. Celle-là aussi, elle est célèbre. Vous pouvez la voir au Musée des Arts et Métiers. La Berthoud numéro 6, je regarde mon chrono quand même, parce que je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. La Berthoud numéro 6, elle fonctionne. Tenez, je vais vous la faire voir de plus près. La voilà. La Berthoud numéro 6, elle fonctionne. Elle fonctionne en mer, et le roi Louis XV lui-même va le vérifier. C'est-à-dire que Louis XV, alors comme vous avez Georges III qui a lui-même vérifié la montre de Harrison, vous avez Louis XV qui sort l'argent de sa poche, donc ce n'est pas l'argent de l'État, je dis bien que c'est l'argent de la caisse du roi, et envoie Fleurieux, Claret Fleurieux, ici présent. C'est quelqu'un de très important dans la marine française. Ce sera l'organisateur des expéditions de la Pérouse, de Bougainville, de la Pérouse, de d'Entrecasteaux, de Baudin, etc. C'est personnellement Fleurieux sur l'Isis qui embarque la numéro 6 de Berthoud, qui vérifie qu'elle fonctionne en un aller-retour sur Saint-Domingue, puisque Saint-Domingue nous appartenait, et peut constater qu'effectivement, elle fonctionne. Alors, je donne une petite idée. Ça, c'est une photo de l'Hermione. L'Hermione a exactement la même configuration que l'Isis. C'est une frégate de 3 mâts, trentaine de mètres. Vous voyez la mer autour. Essayez d'imaginer un balancier qui est obligé d'être précis dans un truc pareil, ceci pendant 1 an et demi. Donc, vous imaginez bien que c'est quelque chose, c'est un outil qui doit être extrêmement précis. Ça marche. Et la numéro 6 et la numéro 8 fonctionnent parfaitement, c'est-à-dire à un demi-degré d'erreur. C'est-à-dire exactement la même chose en gros que la montre d'Harrison. Les Français et les Anglais sont au même niveau technologique. Alors qu'est-ce qu'il est temps de faire ? Il est temps de les emmener pour des vraies expéditions scientifiques. À cette époque, on est en plein siècle des Lumières, on était persuadé qu'il y avait au sud de la Terre des terres émergées qui étaient l'équivalent des terres émergées du nord, de l'hémisphère nord, que nous connaissions, en revanche on ne connaissait pas celle du sud, et qui bien entendu contrebalançaient et équilibraient le globe. On en était persuadé. Ça s'appelait la terre de Gonneville. Gonneville, pourquoi ? Parce que Gonneville c'est un Diepois qui est censé avoir été le premier Français à avoir atteint l'Amérique, au Brésil en l'occurrence. Il est revenu, il a fait naufrage avant de revenir. On a raconté ses histoires. Un de ses descendants a raconté ses histoires 123 ans plus tard. Bref, mais en tout cas, on a appelé ça la terre de Gonneville et on cherche cette fameuse terre de Gonneville qui est censée équilibrer le globe. On ne connaît bien entendu pas l'existence de l'Antarctique. Vous avez là les cartes qui étaient à l'époque, les cartes scientifiques qu'on utilisait pour essayer de comprendre et qu'on donnait aux navigateurs pour se diriger, pour essayer de trouver la terre de Gonneville. Est-ce que vous avez... Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas voyez pas le pointeur. Vous avez une toute petite ligne là, c'est la route de l'Aigle de Bouvet-de-Lausier qui cherche... Bref, on a des navigateurs qui cherchent, qui ne trouvent pas la terre de Gonneville, évidemment, puisqu'elle n'existe pas. Sauf qu'on est persuadé qu'il faut continuer de la chercher. Elle existe, cette terre, dans l'esprit des gens des Lumières. Et puisque les montres, aujourd'hui, ont été utilisées, essayées, on va pouvoir les mettre à la disposition des navigateurs scientifiques pour qu'ils les utilisent, pour faire des cartes, pour trouver leur position et pour revendiquer les terres. Et le premier
À qui on la confie? Qui c'est? Les Anglais ou les Français? C'est nous. Alors, pas de chance, c'est Kerguelen. Eh oui, Kerguelen, celui des îles. Oui, oui, celui-là. On lui confie la numéro 6. Je vais vous la remettre, la numéro 6. Parce que je l'aime bien, ma numéro 6. On lui confie ce machin-là. Alors, on lui confie, pas tout à fait. On le confie, Kerguelen, c'est lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je suis désolé, c'est un tout petit, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. On confie la numéro 6 à l'astronome de bord. L'astronome de bord s'appelle l'abbé Rochon. Ça ne s'invente pas. L'abbé Rochon était un ronchon. Le voici. Alors ça, c'est un portrait de 1804. Hein. La Révolution est passée par là. Le statut d'abbé aussi, mais passons. L'expédition part de l'Orient. L'Orient, base de la Compagnie des Indes françaises, des Indes orientales françaises, hein, part en 1771 avec la numéro 6 qu'utilise Rochon dans une vraie expédition scientifique. Donc, la France est la première nation à utiliser une montre pour calculer les longitudes, non pas dans un essai, mais dans une vraie expédition scientifique. C'est l'abbé que vous voyez ici, je n'aimerais pas être confessé par lui, mais ça c'est autre chose, qui se charge de l'utilisation de la montre et des calculs des longitudes, et qui les compare avec la méthode dont je vous ai parlé, du calcul des distances lunaires. Le problème est que Rochon et Kerguelen se haïssent. Et quand Kerguelen arrive à sa première étape, qui est l'Île-de-France, c'est-à-dire aujourd'hui l'île Maurice, l'Île-de-France était française, hein, c'était les Mascareignes. Bourbon, c'est l'actuelle Réunion, l'Île-de-France, c'est l'île Maurice, et les Seychelles, c'était français. Et ensuite, il, étant Kerguelen, devait continuer à aller vers le sud pour retrouver la terre de Gonneville. Bien. Rochon, arrivé à l'île de France, refuse catégoriquement, débarque et refuse catégoriquement de lui laisser la montre. Bon, vous savez que Kerguelen découvre les îles Kerguelen. Dans une autre conférence, je vous ai raconté, je vous le raconterai dans d'autres, qu'il laisse tranquillement tomber son adjoint sur l'autre bateau. Son adjoint qui va tranquillement aller prendre possession de l'Australie pour le compte de Louis XV. Si, mais ça je vous le raconterai autrement. Kerguelen rentre en France, dit que les îles Kerguelen sont un véritable Brésil, il ose, repart, et il repart avec 2 montres Berthoud. Donc, une expédition scientifique, en une nouvelle fois, avec des montres Berthoud. Et le second, qui utilise une montre pour calculer les longitudes, c'est Cook, James Cook, dans son 2e voyage. Seulement voilà, son 2e voyage, c'est 1772, c'est-à-dire après nous. Eh oui. Alors c'est quelque chose, je vous le dis tout de suite, si vous allez à Greenwich, si vous regardez les films, il y a même eu un film sur ce sujet avec Jeremy Irons. Rien que ça, à propos des montres Harrison, etc. C'est bizarre, hein, mais le mot Berthoud n'est jamais prononcé. Bon, enfin, bref. Il part, donc Cook part sur sa seconde expédition, 1772-1775, et c'est pendant cette expédition, dont voici une partie du trajet, qu'il lui prouve que les terres de Gonneville n'existent pas. Il fait le tour de l'Antarctique sans le voir, parce que vous imaginez le brouillard, etc. Alors, vous voyez le trajet vert, et vous voyez la pointe à gauche de la carte, puisque vous voyez la pointe verte, l'endroit le plus proche, donc le trajet vert le plus proche du pôle sud. Cook, on est en 1773 à ce moment-là. 12. Cook descend en dessous du 70e parallèle sud. Ils étaient fous. C'est inconcevable. Aujourd'hui, un bateau de guerre, voilà, hein, c'est même pas. Je vous raconte même pas les bateaux de course qui, eux, ne descendent pas en dessous du 45e. Tout seul, tranquillement, il descend là. Bon, il ne voit pas, dans le brouillard, il ne voit pas l'Antarctique, donc c'est pas lui qui a découvert l'Antarctique. N'empêche qu'il n'était pas passé loin. Bon, il faudra attendre quelques années avant qu'il le découvre. Mais il prouve 2 choses. 1, la terre de Gonneville n'existe pas. Et 2, il prouve, et ça a été le plus grand navigateur de tous les temps, il prouve que les montres, pour calculer les longitudes, fonctionnent extrêmement bien. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là
que les Français. Par exemple, la Pérouse que vous avez ici, vous connaissez très bien ce tableau extrêmement célèbre de la Pérouse avec le roi Louis XVI, puisque Louis XVI voulait son Cook. La Pérouse, pendant toute son expédition, a systématiquement utilisé et les montres Berthoud, il en avait 2, je crois, et le calcul des distances lunaires pour prouver que les deux fonctionnaient parfaitement. Les expéditions suivantes, notamment l'expédition de d'Entrecasteaux qui a été envoyé par le roi et la Convention en 1791 pour retrouver la Pérouse. Vous savez que la Pérouse n'est jamais rentrée. Hein, il a coulé à Vanikoro. Le roi envoie une expédition donc d'Entrecasteaux, qui explore d'ailleurs aussi le sud de l'Australie, on va y revenir, pour essayer de retrouver la Pérouse. Cette expédition aussi utilise systématiquement 4 Berthoud et le calcul des distances lunaires, plus le cercle de Borda, enfin bref, on ne va pas rentrer dedans, prouve que ça fonctionne très très bien. Et comment tout ceci se termine? Tout ceci se termine avec l'expédition Baudin, envoyée par, ça c'est le buste de Baudin qui est au Havre, Nicolas Baudin est envoyé par Bonaparte en 1800 pour explorer la dernière partie du monde, les dernières côtes habitées du monde qui n'ont pas encore été explorées. C'est le sud de l'Australie. Et bien entendu, il part avec, donc ils sont 2 bateaux, ils partent avec 4 chronomètres de marine Berthoud pour pouvoir faire des relevés précis. Les Anglais, qui n'ont absolument pas l'intention, en plus l'Australie, les Anglais, ça leur dit quelque chose, ils sont installés à Sydney. Les Anglais n'ont absolument pas l'intention de laisser aux Français l'honneur d'être ceux qui vont faire la cartographie de la dernière côte habitée qui ne l'a pas encore été. Ils envoient donc le jeune Matthew Flinders à la poursuite de Baudin. Lui-même, Flinders, a avec lui 4 montres des Earnshaw et des Arnold. Alors, quand je vous dis ça, Earnshaw, Arnold, etc., Harrison n'était pas horloger, donc il concevait les horloges et ensuite il confiait à des horlogers la réalisation de leurs horloges. Donc par exemple, Cook qui se baladait avec une montre qui s'appelait le K1, qui est une H4, mais qui avait été réalisée par un autre. Flinders avait ses Earnshaw, ses Arnold, on peut encore les voir à l'observatoire, on peut encore en voir une à l'observatoire, au musée de l'observatoire à Sydney. Et le résultat, c'est que voici cette carte qui est la première carte complète des côtes de l'Australie qui n'a jamais été publiée. La dernière carte, le dernier endroit non exploré et non cartographié, habité, hein, je précise, donc il n'y avait pas encore l'Antarctique. Le dernier endroit habité, non cartographié, c'était la côte sud de l'Australie. Eh bien, ça a été fait. La première carte a été publiée en France et pas en Angleterre, en 1807 puis en 1811, suite à l'expédition Baudin, avec donc les montres Berthoud. Vous remarquerez peut-être, si vous regardez, alors je crois que vous ne voyez pas mon pointeur, mais si vous regardez en bas, le long de la côte, sur le côté gauche en bas, vous remarquez qu'il y a marqué Terre Napoléon. On est en 1811, essayez d'imaginer la tête des Anglais. Bon, ça c'est autre chose. On arrive aux guerres napoléoniennes. Les montres, les chronomètres de marine jusque-là étaient des outils extrêmement difficiles à réaliser, extrêmement chers. Le prix d'un chronomètre de marine, d'un seul, était l'équivalent de la moitié d'un bateau de guerre. Vous imaginez le prix terrifiant de ce genre d'engin. Donc quand il y en avait 4, c'est-à-dire que les 4 montres valaient aussi cher que les 2 bateaux qui les portaient. Viennent les guerres napoléoniennes, on arrête évidemment toute forme d'expédition, enfin d'expédition scientifique, et en revanche, pendant ce temps, les technologies avancent, les montres deviennent de moins en moins chères, et quand on en arrive à Darwin, sa fameuse expédition sur le Beagle, Darwin, on est en 1831-1836. Donc quelques années plus tard, eh bien, alors vous connaissez son voyage, hein, vous voyez, les fameux Galapagos, donc voilà son voyage qui est aussi passé par Sydney, Hobart, etc. King George Sound, j'en ai parlé ailleurs, bref. Il y avait 22 montres à bord. Donc vous imaginez que le prix avait complètement changé. Est-ce que ça veut dire que c'était terminé? C'est-à-dire, est-ce que, oui, à ce moment-là, le but du jeu n'était plus d'avoir une montre pour cartographier le monde, puisque le monde était cartographié. Et puis, c'était beaucoup moins cher de fabriquer une montre qui fonctionnait. Ça y est, on savait faire. C'était fini? Pas tout à fait.
Vous vous souvenez, je vous ai dit au début que l'exploration du Pacifique à l'ère des Lumières était quelque chose d'aussi complexe, difficile, technologique, cher et géopolitiquement important que la conquête de l'espace au XXe siècle. Armstrong, juste pour vous donner une idée, et on va venir sur l'espace, parce que l'espace, c'est la suite de notre histoire. Parce que notre histoire ne s'est jamais arrêtée et elle continue. Elle continue, c'est-à-dire, vous voulez savoir où vous êtes? Sachez d'abord l'heure qu'il est. Armstrong, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ordinateur de bord d'Apollo 11, au moment où il approchait de la Lune, est tombé en panne. C'était peut-être pas le moment, pas pratique. J'imagine, le pauvre. Ces gars-là en avaient quand même, exactement comme je vous avais parlé de Cook qui descend en dessous du 71e parallèle en, comment dirais-je, dans l'Antarctique, en Antarctique, donc dans le sud. Eux aussi, hein, il fallait, pardon mesdames, mais enfin, il fallait qu'ils en aient une paire quand même bien accrochée pour monter là-haut. Tout tombe en rade. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa montre et il fait les corrections en regardant sa montre. Armstrong. Vous imaginez les corrections qu'il est obligé de faire pour faire atterrir son module pour approcher d'abord de la Lune, ensuite détacher le module et faire atterrir le module sur la Lune. Cette montre-là que vous avez là, c'est la vraie, celle que vous avez là, et que vous voyez à son poignet. Cette montre-là, elle est quelque part dans un coffre de la NASA, personne ne l'a revue depuis très 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 longtemps, évidemment. Elle n'est pas descendue sur la Lune. Armstrong l'a retirée avant de descendre l'échelle, vous savez, son fameux premier pas pour l'humanité, etc. Le deuxième qui a descendu l'échelle, Buzz Aldrin, lui, il l'a gardée. Cette montre de Buzz Aldrin, une Omega, il y a un mystère autour de cette montre. On ne sait pas où elle est. Elle est censée avoir été volée. Bon, vous imaginez que c'est la montre la plus chère du monde. Mais ça, c'est un petit détail. Toujours dans l'espace, vous avez vu Apollo 13, le film avec Tom Hanks qui joue Jim Lovell. Voilà le vrai Jim Lovell, avec sa montre, vous la voyez à gauche. Et bien, si vous vous souvenez du film, quand tout est tombé en rade, tout, eh bien, il a utilisé sa montre pour faire le point, pour savoir où il était par le petit hublot triangulaire avec une espèce de petite règle à côté, pour savoir quand allumer le réacteur pour pouvoir s'échapper de l'attraction lunaire pour pouvoir se diriger vers la Terre. Vous vous rendez compte? Avec sa montre. Quand est-ce que je le fais? Clic, clac. Bon. Ça peut toujours servir une montre, hein, on va dire ça. Mais on va aller plus loin parce que ça vous rappelle rien, ce truc-là? Ce machin, c'est la première horloge atomique. Je lui trouve, moi, un aspect qui rappelle quand même vaguement, dans sa complexité avec des trucs qui partent dans tous les sens, la H1 de Harrison. Il y a de l'idée. Pourquoi je vous montre une horloge atomique? Eh bien parce que, exactement comme vous aviez la course à la découverte du monde et du Pacifique à l'âge des Lumières, au XXe siècle, vous aviez la course à l'espace. Et pour la course à l'espace, vous aviez besoin de savoir l'heure. Et vous aviez intérêt à ce que ce soit précis. Alors, on utilise une horloge atomique au césium 133. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'une montre, la mesure du temps, c'est un battement. Donc, il y a les battements mécaniques, il y a les battements électriques, il y a les battements atomiques, c'est-à-dire les atomes de césium 133 en l'occurrence, c'est ceux qui sont utilisés. Ça, celle-là, c'est la première, on est en 1947, je crois, hein, je vérifie. Oui, c'est ça. On est en 1947. On commence déjà, rappelez-vous, la course à l'espace, elle a déjà commencé. Hein, on a récupéré, les Américains ont récupéré Von Braun, c'est pas par hasard. Les horloges atomiques, rappelez-vous, se baladent à 10 milliards de battements par seconde. Et ce battement est obtenu par l'interaction entre les atomes de césium 133 et des micro-ondes. Les deux se rencontrant, ça fait des battements. C'est devenu l'unité de mesure de la seconde. Le temps officiel aujourd'hui, c'est une horloge atomique au césium 133. Et les toutes dernières montres, quand vous voyez ce bidule, horloge atomique, sont aujourd'hui optiques. C'est-à-dire que ce sont des ondes lumineuses qui prennent la place des micro-ondes pour rencontrer et donc pour battre les atomes de césium 133, et on atteint une fréquence, accrochez-vous, de 500 000 milliards de battements par seconde.
500 000 milliards de battements par seconde. Mais à quoi ça sert? Si vous me voyez, vous avez tous un GPS à la main. Tous. On se sert tous du GPS, même sans le savoir. Comment ça fonctionne le GPS? Vous avez le GPS, il est né en 1974 au fait. Hein. C'est le Pentagone qui l'a créé, donc l'armée américaine. Alors né en 1974, je veux dire, le lancement du projet date de 1974. Il est pleinement opérationnel pour les civils, nous, depuis 1995. Il a quand même été largement utilisé pendant la guerre du Golfe par l'armée américaine en 1990. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez besoin de 4 satellites. Les 3 que vous voyez à droite, ce sont 3 satellites. En bas, il y a vous. Vous avec votre récepteur. Votre récepteur, il a une montre à bord qui est une montre à quartz. Donc vous vous souvenez, c'est les 30 000, enfin c'est les quelques dizaines de milliers de battements par seconde, par rapport aux quelques milliards de ceux d'en haut. Parce que ces satellites, eux, sont équipés d'horloges atomiques. Et pourquoi a-t-on besoin de 3 satellites pour déterminer où vous êtes avec un GPS? Vous en avez un pour la longitude, un pour la latitude, un pour l'altitude. Mais il vous en faut un 4e. C'est celui que vous avez à gauche. Pourquoi? C'est celui qui corrige la différence de temps entre votre petite horloge à quartz en bas et son horloge atomique en haut. Et il y a une bonne raison, hein. C'est que je ne me trompe pas. Alors, je vous parle du GPS, mais tous les systèmes fonctionnent de la même façon. Vous avez le GPS américain, vous avez évidemment le futur Galileo européen, vous avez le GLONASS russe, vous avez le Baidu chinois, et vous avez l'IRNSS indien. Chacun voulant être indépendant, bien entendu, du système américain qui était jusqu'ici le seul à pouvoir fonctionner et qui pouvait donc nous le couper quand il voulait. Bon, il l'a déjà fait d'ailleurs. Ou du moins limiter la précision. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Hein. La vitesse, il y a une constante qui est connue, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, 300 000 km/s, pour être très précis. 299 792 458 mètres par seconde. 300 000 km/s. Ça, c'est une constante. Et donc, pour savoir, vous avez les 3 là qui font une triangulation, pour savoir où vous êtes, eh bien, il suffit de savoir l'heure de départ de l'onde dans le satellite et l'heure d'arrivée de l'onde dans votre récepteur GPS. Vous faites la différence entre les deux, vous multipliez par c la vitesse de la lumière, et vous savez exactement quelle distance vous avez parcouru. Vous le faites les 3, c'est une triangulation, vous savez où vous êtes. Bien. Sauf que vous avez un certain, vous le reconnaissez lui, hein, un certain Einstein, et c'est pas par hasard qu'il nous tire la langue. Bon. La différence, je vous ai parlé de la différence de le 4e satellite pour un GPS qui sert à corriger. Pourquoi il sert à corriger? Parce que un millionième de seconde, je dis bien un millionième de seconde d'erreur entraîne une erreur de 300 mètres sur Terre. Bon, très bien. On utilise les GPS tous les jours. Or, il se trouve que s'il n'est pas corrigé, la différence est de, à peu près, s'il n'est pas corrigé, par jour, la différence entre votre récepteur et les GPS est d'à peu près 40 millionièmes de seconde par jour. 40 millionièmes de seconde fois 300 mètres, ça vous fait une erreur de 12 km par jour. Donc vous comprenez que ça doit être corrigé. Il faut donc que les horloges atomiques qui sont embarquées dans l'espace soient extrêmement précises, d'où ces chiffres affolants qu'on nous donne, puisqu'on parle de millionièmes de seconde de précision par heure, pratiquement. Donc, il faut que ce soit extrêmement précis. C'est intéressant parce que, si vous regardez bien, si vous ne corrigez pas l'erreur GPS, je vous le refais, hein, 40 millionièmes de seconde égale 12 km d'erreur. Vous vous souvenez? 18e siècle. 1 minute, 23 km d'erreur. C'est fascinant. À 300 ans de différence, 250 ans de différence, vous avez, et pour la même raison, et les ingénieurs qui ont la même recherche, vous avez le même type d'erreur si vous vous trompez. C'est fascinant. Enfin, en tout cas, moi, ça me fascine. Vous, j'espère. Du moins, j'espère vous donner cette fascination. Donc, pourquoi cette précision délirante? C'est que plus c'est précis, meilleure est la correction du décalage, mieux on sait où on se trouve. Einstein. Je vais vous parler de Pharao. Pharao est un satellite cocorico. On revient à Berthoud.
On revient aux ingénieurs français qui essayent d'être les meilleurs du monde dans le domaine de la mesure du temps. Pharao, c'est un ensemble horloge atomique dans l'espace plus système de lancement. Pharao, ça s'écrit P-H-A-R-A-O, signifie projet d'horloge atomique par refroidissement d'atomes en orbite. C'est un satellite qui est destiné, qui va être lancé l'année prochaine ou l'année suivante ou plus tard, et qui doit être accroché sur un balcon de l'ISS, de la Station spatiale européenne, où se trouve en ce moment Thomas Pesquet. Oui, ça s'appelle un balcon. Bah oui, il s'accroche au balcon. Bon, comme vos géraniums. Bon. C'est la première horloge atomique à atome froid envoyée dans l'espace. Alors, c'est quoi un atome froid? Je vais vous le faire en cours. Je vais d'abord vous parler de la mission. Rappel, l'ISS est à 400 km de la Terre, on va y revenir. La mission sera double. Elle va évidemment améliorer le système de précision, notamment de Galileo. C'est-à-dire qu'on va préciser, on va corriger le plus précisément possible les décalages et les erreurs qu'il peut y avoir entre la Terre et l'espace dans la mesure du temps. Et puis, on va corriger l'effet Einstein. Qu'est-ce que c'est une horloge à atomes froids? Ça, c'est un dessin du CNES. Vous avez les atomes de césium-133, c'est toujours les mêmes dans l'horloge atomique. Donc, ils ont été frappés pendant longtemps par des micro-ondes, puis ça a été optique. Aujourd'hui, c'est par des lasers. Vous voyez les 3 lasers qui les frappent dans les 3 dimensions, 3 axes. Et le fait que ces lasers frappent avec de la lumière les atomes de césium-133 ralentit ces atomes. Les atomes, ils se baladent. Hein. Un atome, ça se balade même très vite, puisqu'un atome de césium-133, ça se balade à peu près 300 mètres par seconde. Dans une horloge à atomes froids, comme vous voyez ici, en le bombardant avec les faisceaux laser dans les 3 dimensions, on le ralentit à peu près 3 mm par seconde. Ce qui est très intéressant, c'est que, bon, c'est plusieurs milliers de fois la gravité, hein, c'est monstrueux. Bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait carrément s'arrêter les atomes. Et donc, les atomes ont plus de temps, évidemment, pour interagir et donc se corriger. C'est-à-dire, l'interaction avec l'oscillateur est plus longue, donc ils ont plus de temps de comprendre qu'il faut ralentir. Leur température aussi est quelque chose d'intéressant, et là, on tombe dans le fascinant. On tombe dans la mécanique quantique. Leur température, parce qu'ils sont ralentis à ce point-là, leur température normale, qui est à peu près 26 degrés, 26,85 degrés, ça c'est en Kelvin, mais peu importe. En Celsius, c'est 26,85, tombe à presque le zéro absolu. On est à 1 millionième de degré Kelvin du zéro absolu. Le zéro absolu, c'est moins 273,15 degrés. Presque là. Et à cette température, on rentre dans la mécanique quantique. C'est-à-dire que votre atome de césium, qui jusque-là était un corps, devient une onde. C'est ça l'intéressant avec la mécanique quantique, c'est ce changement de nature. Vous avez un corps, un atome, qui devient une onde. Une onde. Et les performances de Pharao sont absolument considérables. Je vous donne un exemple, c'est 10 puissance moins 11 secondes par jour. Je recommence. 0,000000001 seconde par jour d'erreur. C'est-à-dire 1 seconde d'erreur tous les 300 millions d'années. Pas mal. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Double. Toute notre vie dépend aujourd'hui de la mesure du temps. Le décollage et l'atterrissage des avions. Internet, vous savez que si vous pouvez m'entendre là, Internet, c'est parce que le temps est précisé extrêmement précisément, sinon Internet ne fonctionne pas sans une mesure du temps extrêmement précise. Internet, je vous rappelle, ça passe par les satellites, les câbles et tout le machin. Les horloges dans les ordinateurs et dans les smartphones, ils sont guidés par radio, d'accord, mais il y a une horloge atomique derrière. C'est l'horloge atomique qui, par radio, nous envoie l'heure qui est là-dessus. Les transactions bancaires, vous savez bien que toutes les transactions bancaires sont entièrement réglées sur un temps extrêmement précis. Tous les mouvements de bourse aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui hurle un ordre autour d'une corbeille. Ce sont des robots qui, en quelques microsecondes, donnent des ordres, des milliards d'ordres. Et il faut bien entendu que l'heure à laquelle la transaction a été faite soit extrêmement précise quand vous avez des milliards de transactions par seconde. La distribution d'énergie. Si nous avons de l'électricité pour nous regarder, c'est parce que la distribution d'énergie est capable de savoir l'heure qu'il est.
Des choses toutes bêtes, le suivi de la tectonique des plaques, les ondes dans l'espace, le guidage de Pesquet vers Mars bientôt, enfin bon, la totale. Tout ceci, évidemment, doit obéir à une précision absolue. Mais il y a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus avec Faraó, et donc avec les successeurs de Berthoud, c'est la correction de l'effet Einstein. L'effet Einstein, c'est quoi? La théorie de la relativité, c'est quoi? C'est que le temps s'écoule différemment si vous êtes plus près d'une masse. Plus vous êtes près de la Terre, plus le temps s'écoule lentement. Plus vous êtes loin de la Terre, plus le temps s'écoule rapidement. Alors, il s'agit de quelques microsecondes, mais c'est différent. D'où les différences qu'il y a entre le temps sur Terre et le temps dans l'espace. Et avec les horloges de toute dernière génération, les horloges atomiques, ça nous permet de vérifier de très très près et de corriger de très très près ces erreurs. Bien, puisque pour savoir où on est, pour savoir quel temps il fait, pour savoir où se trouve un avion, pour savoir où se trouve un train, pour savoir à quel moment diriger votre énergie, il faut de toute façon qu'on passe par des satellites, il faut bien que cet effet Einstein soit corrigé. Bon, mais la théorie d'Einstein souffre d'un défaut, un seul. Et c'est qu'elle ne prend pas en compte la mécanique quantique. Vous vous souvenez, je vous avais dit que ce que vous voyez devant vous là, à cet instant précis devant votre écran, vous avez un atome qui de corpusculaire devient onde. D'une nature devient une autre nature. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on va peut-être découvrir que la vitesse de la lumière n'est pas la constante qu'Einstein avait définie. Vous vous souvenez, le GPS? Pourquoi on sait où on est? Pourquoi on sait quelle vitesse? Pourquoi on sait quelle distance? Parce qu'on a déterminé qu'il était une heure de départ de l'onde, une heure d'arrivée de l'onde, et qu'au milieu, il y avait une constante sur laquelle on peut totalement se reposer, qui est celle de la vitesse de la lumière. C'est elle qui nous permet de savoir où on est, après tout, puisque c'est elle qui est la constante à partir de laquelle on multiplie le reste. Sauf que la mécanique quantique, possiblement, peut nous prouver que C, la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, n'est pas une constante. C'est ce que va chercher, entre autres, Faraó à découvrir. Donc, c'est ce que la mesure du temps va essayer de découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, possiblement, si la vitesse de la lumière n'est pas une constante absolue, vous pouvez très bien avoir deux positions différentes au même moment qui sont vraies. C'est faramineux. On va redescendre sur Terre. Il se trouve que Ferdinand Berthoud, c'était une dynastie, Ferdinand Berthoud, une dynastie courte. Il a eu un neveu qui s'appelait Louis, qui a donc été lui aussi horloger du roi. Horloger du roi, donc Ferdinand a été horloger du roi, Louis a été horloger du roi. Horloger du roi, quand le roi s'appelle Louis XVI, c'est pas rien. Hein. Bon. Mais après, la dynastie a disparu. Et il se trouve que la marque a été ressuscitée par une marque que vous connaissez, Chopard, marque de luxe. Le président de Chopard, Carl Friedrich Scheufele, j'ai la chance, le privilège d'échanger un petit peu avec lui par écrit, a relancé la marque Ferdinand Berthoud. Vous avez ici une des montres qu'ils ont relancées il y a peu de temps, hein, il y a quelques années. Il leur faut du temps hein, pour lancer des montres pareilles. Et donc aujourd'hui, eh bien, vous pouvez vous offrir une montre Ferdinand Berthoud. Alors quand je dis vous offrir une montre Ferdinand Berthoud, rappelez-vous le prix que je vous avais donné d'une montre Berthoud qui vaut la moitié d'un... Bon, ça c'est ces montres-là, les montres Ferdinand Berthoud, sont des montres d'une... c'est même plus de la précision, sont des montres d'une qualité absolue. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui vont avec, dont le prix. Donc, bon, ça, c'est autre chose, mais c'est tout à fait normal étant donné l'objet dont il est question ici. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai 7 minutes de retard. Je suis à votre disposition. Laurent, je suis à toi. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Patrick, merci pour cette passionnante conférence. Alors, en attendant que les premières questions n'apparaissent,
Je vous en pose une pour commencer, Oui. qui est annexe, qui n'est pas pile dans le sujet, mais vous nous disiez que la marine française de Louis XV et de Louis XVI faisait jeu égal avec la marine britannique. On a tous en tête qu'au XIXe siècle, c'est la marine britannique qui l'emporte. Quand se fait la bascule entre les deux? Alors, on a une première catastrophe qui est donc celle dont je vous ai parlé, qui est une catastrophe politique, pas tellement militaire. 1707, c'est le moment où les Anglais ont réussi à garder Gibraltar. Vous avez remarqué, ils l'ont toujours. Hein. Donc, on peut dire qu'ils l'ont gagné. Et à ce moment-là, on a commencé à considérer, c'était ma conférence sur les corsaires, on a commencé à considérer que la grande marine était trop chère et ne servait à rien, c'était luxueux. Et celui qui disait ça, c'était Vauban. Vauban, pas personne. Vauban était amiral de France, peu de gens le savent. Et donc, on a abandonné la grande marine française. Ensuite, il y a eu la catastrophe de 1763, c'est-à-dire la défaite de la guerre de 7 ans, et Choiseul a décidé que ça suffisait et qu'on allait avoir à nouveau, 60 ans plus tard, une très grande marine. Cette très grande marine a été reconstruite patiemment par Choiseul, puis par Sartine. Ceux qui aiment bien Nicolas Le Floch, si certains ont regardé Nicolas Le Floch, Sartine, ça doit leur dire quelque chose. Donc l'ancien lieutenant général de police qui est devenu le ministre de la marine de Louis XVI. On a évidemment eu Louis XVI, qui était passionné de marine, et qui a réussi à remonter une très très grande marine française, la marine française qui a gagné la bataille de la Chesapeake, c'est-à-dire la marine française qui a fait les États-Unis. C'est pas rien tout de même. Bien. Donc à ce moment-là, la marine française faisait égal avec la Royal Navy. Est apparue, malheureusement pour la marine, la Révolution. La Révolution, évidemment, a expédié quasiment tous les officiers de marine, soit à la guillotine, soit j'allais dire expatriation, en exil. Et la marine, en un an, la très grande marine de Louis XVI, en un an a disparu. Et elle ne s'en est jamais relevée. Ça a donné le premier désastre, qui était celui de la bataille du Nil, disent les Anglais. Nous, on appelle ça la bataille d'Aboukir. C'est le contraire, d'ailleurs. Et ensuite, on a bien sûr la catastrophe de Gibraltar. Et c'est à Gibraltar, de Trafalgar. Et c'est à Trafalgar, en 1805, que la marine française a cessé d'exister et que la marine anglaise est devenue maîtresse des mers pour 2 siècles. Voilà. Et on a récupéré une grande marine après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire quand nous avons commencé à faire des porte-avions, ce que les Anglais n'ont pas, et c'est toujours le cas d'ailleurs, et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence de la maîtrise des mers, hein, entre la marine anglaise d'aujourd'hui et la marine française d'aujourd'hui. La marine française étant quand même supérieure à la marine anglaise d'aujourd'hui. Enfin, ça date de 1947, donc vous voyez qu'il y a eu un délai entre les deux. Merci Patrick pour cette réponse. Alors, je reste un instant sur ce sujet. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur la montée en puissance de la Kriegsmarine à la veille de la Première Guerre mondiale, puisque l'Allemagne a essayé de se doter, à un moment où la marine française avait sombré, si j'ose dire, d'une marine qui puisse concurrencer la marine britannique? Alors, oui, c'est la célébrissime course aux armements. La marine française s'était déjà pas mal relevée, mais elle n'était pas du tout. La grande marine, c'était bien entendu la marine britannique à ce moment-là. Et notamment, elle disposait des cuirassés, et il y avait même plus gros que les cuirassés. On appelait ça à l'époque des dreadnoughts. D'énormes machins avec des canons de 400, enfin bon, des monstres, mais qui étaient capables de tenir la mer quoi qu'il arrive. Il y avait une question aussi de personnalité de la part de l'empereur Guillaume II, qui était extrêmement beaucoup de choses. Bref, qui voulait absolument avoir, lui, une marine qui tienne le choc. Et il a lancé la course aux armements pour essayer de rattraper le niveau de la marine britannique. Sachant qu'à ce moment-là, la marine, au moment où ça a commencé, vous aviez la triple entente et la triple alliance. C'est-à-dire que déjà, la marine française et la marine anglaise étaient alliées. Donc la marine française était à peu près 2 fois moins puissante que la marine britannique. La marine allemande partait de nulle part. Donc ils ont été capables de construire des cuirassés extrêmement importants, extrêmement lourds. Ils ont recommencé la même plaisanterie d'ailleurs au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a un petit détail, c'est que quand vous avez des officiers, quand vous avez une tradition, quand vous avez un savoir-faire, quand vous avez une tenue de la mer qui a 2 siècles, quand vous essayez de faire la même chose en 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça ne marche pas.
Et ça a donné évidemment donc des très très gros bateaux. La première fois qu'ils sont sortis pour essayer de se battre contre la marine britannique, ça a donné la bataille du Jutland, on les a plus jamais revus. Donc, c'est pas tout d'avoir des gros bateaux, encore faut-il savoir s'en servir. C'était d'ailleurs la phrase de Nelson. Il y a eu un temps très court, au moment entre Louis XVI et Napoléon, où nous avons eu les meilleurs ingénieurs nautiques du monde, parce que Louis XVI le voulait, et Louis XVI savait ce qu'il voulait dans ce domaine. Donc, c'était des ingénieurs comme Borda, comme etc. Et Nelson avait dit, la meilleure marine du monde, c'est un bateau français avec un équipage anglais. Et il avait parfaitement raison. Le bateau français n'a pas suffi, ça a donné Trafalgar. Le bateau allemand n'a pas suffi, ça a donné le Jutland. Le bateau allemand n'a pas suffi, ça a donné les cuirassés allemands en 1940 qui ont immédiatement disparu et qui n'ont jamais pu prendre la mer face à la marine britannique, bien qu'étant en grande difficulté face à l'armée allemande, bien entendu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci Patrick, je crois que vous avez répondu à la question. Alors, pendant que vous y répondiez justement, des premiers messages sont apparus. Jeanne Girard vous remercie pour cette conférence originale. Marie-Christine Néant ajoute conférence passionnante, tout comme tout le monde. Alors, Béatrice Colonna commence fort en disant que c'est extraordinaire, qu'elle n'a pas tout compris, mais qu'elle a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Et elle pose une judicieuse et intéressante question que je vous pose donc. Et comment faisaient alors les explorateurs avant ces fameuses montres? Je vais vous le répondre en cours, ils ne faisaient pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les cartes étaient extrêmement imprécises. Et on se fiait plus ou moins aux pilotes. C'était aux gens qui étaient déjà venus et qui savaient à peu près où c'était. Mais alors, quand je dis à peu près, c'est à peu près. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des îles qui ont été découvertes par les Portugais. Les premiers grands explorateurs, comme vous le savez, sont les Portugais. Henri II, le navigateur, ça a été l'Afrique, puis ils sont descendus le long de l'Afrique. Ils ont découvert les Açores, c'est pour ça d'ailleurs que des endroits comme les Canaries, les Açores, etc., sont portugais. Donc des endroits où on pouvait faire de l'eau, des endroits où on pouvait se repérer, on pouvait savoir où on était, repartir de là pour essayer de trouver quelque chose. Mais il y a des îles qui ont été découvertes au XVe siècle qui, au XVIIIe siècle, n'avaient jamais été retrouvées. Pourquoi? Parce qu'on pouvait dire où elles étaient, comme je vous l'avais expliqué, longitude, latitude, on pouvait dire à peu près où elles étaient entre l'équateur et le pôle, mais entre le Brésil et l'Afrique, on ne savait pas où elles étaient, ce qui n'est pas très pratique, vous l'avouerez. Bon. Et il suffit de voir, puisque je travaille beaucoup sur l'Australie, il suffit de voir les cartes australiennes. Je vais vous faire un... Je ne sais pas si on voit toujours mon écran, mais je vais essayer de vous montrer un truc. On le voit. Alors, où est-ce qu'elle est ma carte? Là. Regardez ici. Alors, vous ne voyez pas mon pointeur, mais regardez en bas à gauche, vous voyez l'Australie? Vous voyez bien que les 3/4 des côtes australiennes sont totalement inconnues. Et qu'on avait beau être venu les voir, notamment Tasman, c'est pour ça que la Tasmanie s'appelle comme ça, c'était les Hollandais. À l'époque, les Hollandais venaient aux Moluques, et donc en Indonésie, les Hollandais ont colonisé comment dirais-je, l'Indonésie, c'est-à-dire les îles à épices. Bien entendu, comme l'Australie est en bas, puis que l'Australie c'est grand quand même, hein, bon, ils ont fini par tomber dessus. Mais comme vous pouvez le voir, pendant 3 siècles, vous voyez qu'il y a des endroits entiers, et les endroits que vous ne voyez pas, ils font 2000 km quand même, d'endroits, on ne sait pas où c'est. Donc la réponse c'est, on n'en sait rien. Donc on revient plus ou moins au pif, on ne retrouve pas. Voilà. Généralement, on ne retrouve pas. Est-ce que c'est juste alors de dire que les formidables outils dont vous nous avez parlé ce soir ont permis de passer d'une exploration en amateur, si j'ose dire, à une exploration scientifique? C'est là elle a permis de passer du pragmatique au scientifique. Et c'est exactement ça. Merci. On y va au pif, après, non, c'est marqué, c'est fait, on sait où c'est, on y retourne. Voilà. Très bien, c'est très clair comme ça. Je vous lis le message d'Henriette Esposito, qui vous remercie tout d'abord et qui poursuit. Passionnant, surtout pour une petite fille d'un capitaine au long cours, mort de maladie d'un voyage aux Indes en 1912. Il nous reste sa montre. Ce n'est pas une Berthoud, mais elle est estampillée encre ligne droite avec un numéro. Je ne sais pas à quoi cela correspond. Poursuit Henriette Esposito. Est-ce que ça vous dit quelque chose, encre ligne droite? Alors,
est-ce que si oui, c'est possible, mais je ne suis absolument pas sûr de ce que je dis. Si c'était une montre qui avait appartenu à un militaire, vous auriez une encre et vous auriez le filin qui part d'en haut et qui tourne autour de la tige de l'encre. Et en fonction du sens dans lequel ça tourne, ça détermine si c'est la marchande ou la marine militaire. Si c'est ligne droite, il n'y a rien du tout et ce n'était pas un militaire. Ça, c'est possible. Mais là, je m'aventure un peu. Franchement, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question-là. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas regarder. Voilà, je vais chercher ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter si c'est une montre de marine, une montre intéressante, il ne faut pas hésiter à passer à Drouot et la faire expertiser. Hein. Il y a du monde pour ça. Ils ont quelques gugus pas mal pour ça. Alors, je vois qu'Henriette Esposito est en train de taper un message, ça prendra quelques secondes. Je reviens à la question de Béatrice Colonna, aux explorations pré-scientifiques. Oui. Je pense notamment aux grands explorateurs de l'Antiquité, oui. Aux Puniques. Oui, Nantes, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces gens dont on fantasme énormément les explorations? Alors, de temps en temps, on imagine que les Carthaginois auraient pu aller jusqu'au Brésil, qu'ils aient fait le tour de l'Afrique, ça semble à peu près acquis. Qu'en est-il pour vous? Alors, oui, les Puniques ce sont des marins, clairement. Hein, si on reprend, ce sont des commerçants en fait. Pourquoi ce sont des marins? C'est d'abord ce sont des commerçants. La richesse des Puniques, elle vient d'un coquillage qui a donné la pourpre. Qui était affreusement cher, qui était autour de Tyr, hein, c'est la pourpre tyréenne, donc Tyr au Liban, donc en Phénicie à l'époque, ce sont les Phéniciens, et pour l'exporter, ils ont commencé à naviguer eux-mêmes. Et ils naviguaient, d'abord on naviguait essentiellement, dans l'Antiquité, on naviguait à portée de la côte. On regarde la côte, on sait à peu près où on est, et surtout on s'arrête la nuit, on met l'ancre, on s'échoue, et on ne joue pas, et puis on ne va pas en hiver, etc., etc. Les Phéniciens ont été parmi les premiers connus à s'aventurer un peu en dehors de la vue des côtes et ils se dirigeaient aux étoiles, tout simplement. Donc c'était des astronomes. Bon, l'astronomie était connue hein, dans les civilisations égyptiennes et bien entendu mésopotamiques. Donc c'est pour ça qu'ils étaient capables de le faire. Les Arabes, qui étaient d'excellents marins, en viennent directement. C'est-à-dire que leur science d'observation des étoiles vient directement de Tyr et des Phéniciens, évidemment, parce qu'on était au même endroit de toute façon, hein, au bout d'un moment. Ça se comprend assez facilement. Et eux ont tous, ça c'est certain, ils ont tous passé le détroit de Gibraltar pour descendre autour de l'Afrique, ça c'est sûr. À partir du moment, par contre, où ils descendaient autour de l'Afrique, ils suivaient la côte, pas fou. Bon. Avec quand même une halte, il ne faut pas croire qu'ils ont passé le détroit qui sont allés jusqu'au Cap ou autre, non. Mais au moins, ils sont descendus le long du Maroc, peut-être de la Mauritanie, ce genre d'endroit. Mais tout ceci était... Alors, soit on suivait les étoiles, soit on suivait la côte. Et puis, il y a eu les Vikings, puisque vous parliez de ceux qui sont allés de l'autre côté. Que les Vikings soient allés jusqu'au Groenland, c'est une évidence. Qu'ils aient probablement atteint l'Amérique du Nord, c'est extrêmement probable. Eux aussi se dirigeant aux étoiles. On ne le sait pas. On ne peut pas en être certain. On n'a pas de preuves écrites, bien entendu. On a très peu de preuves archéologiques ou pas du tout. On n'a aucune preuve archéologique de la présence des Vikings au Canada, par exemple, mais ils y sont probablement allés. Maintenant, quand on dit ils y sont allés, il y en a peut-être un ou deux qui y sont arrivés, et 300 ou 400 qui sont jamais arrivés et qui ont coulé au milieu. Hein. C'est quand même assez probable. Mais voilà à peu près la réponse. Les Phéniciens, c'est aux étoiles et en suivant. Les Arabes aux étoiles. Les Vikings aux étoiles, ils savaient le faire très très bien. Et les Chinois demandent Henriette Esposito en pensant très certainement aux explorations de Zheng He jusqu'en Afrique. En Afrique, oui. Zheng He en Afrique, oui. Bien sûr, il est allé de l'autre côté. Lui, il se dirigeait avec un astrolabe, donc c'est l'ancêtre de l'octant. C'était évidemment extrêmement compliqué, mais enfin, ce n'est pas les mathématiciens qui leur manquaient. Oui, bien sûr, il a exploré au moins 2 fois, peut-être 3, longuement les côtes de l'Afrique de l'Est. Bien entendu, tout ce qui concerne le Moyen-Orient.
Par contre, qui soient allés, alors j'en ai même entendu à propos de l'Australie, non, l'Amérique, non, etc. Mais oui, ça a été un très grand explorateur avec d'énormes flottes et des moyens absolument colossaux, mais selon la même méthode, c'est-à-dire on suit les étoiles. Avec un petit détail, les meilleurs astronomes de l'Empire chinois, je le rappelle, c'était les jésuites. Alors, si on, Je le si rappelle, l'on comme ça, hein. J'ai rien dit, moi. si l'on vous a bien compris, Patrick, au XVIIIe et au début du XIXe siècle encore, la très grande technologie, la très haute technologie, le secret défense, c'est la marine, ce sont C'est les la montre. monstres de La marine. montre, c'est l'objet technologique le plus compliqué, le plus précieux et le plus espionné du monde. Absolument. C'est littéralement l'ordinateur de l'époque. Imaginez, si on veut faire la même chose, si on veut faire un rapport, c'était comme une guerre, hein, il fallait une guerre. C'était une guerre scientifique, mais c'était une guerre. C'était assez bizarre comme guerre entre les Français et les Anglais, parce que bien entendu, bon, les Français et les Anglais, on a été en guerre pendant 2000 ans, hein, sans s'arrêter, pratiquement, les guerres de 100 ans de mon œil. Donc depuis, enfin j'exagère bien entendu, mais depuis les Normands jusqu'à à peu près Trafalgar, on a quand même été en guerre, hein, bon, avec quelques exceptions. Donc on se tapait régulièrement sur la carafe, mais la guerre scientifique qui a commencé avec l'ère des Lumières était une guerre, c'est la vraie guerre en dentelle. C'est-à-dire que euh, l'université de la science existait. L'autre a le droit d'explorer. Alors on le regarde de très près. Alors on va quand même pas lui laisser piquer Tahiti, parce que je vous raconterai un jour l'histoire de Tahiti entre les Français et les Anglais, c'est grandiose. Ce genre de choses. On s'espionnait, mais on ne se balançait pas un coup de canon sur la tronche quand il s'agissait de science. Et donc, mais alors on s'espionnait, oui. Et par exemple, une montre sert à faire une carte. L'objet ultime, c'est la carte. Euh, Exemple, Banks. Banks, c'est donc le président de la Royal Society. Banks était le naturaliste du premier voyage de Cook. Et quand il est rentré, il est devenu président de la Royal Society. Il est resté pendant 41 ans. Donc c'était le dieu de la science en Grande-Bretagne. C'est à lui, je vous avais raconté tout à l'heure qu'on demandait, la France demandait des instruments Ramsden aux Anglais, mais c'est à Banks qu'on le demandait, et il les accordait. Et pour vous donner une idée, à bord de l'expédition d'Entrecasteaux, je vous en ai parlé très très vite, c'était en 1792, l'expédition qui était chargée de chercher où la Pérouse avait coulé, et qui au passage devait aussi explorer le sud de l'Australie. Cette expédition, pour différentes raisons liées à la Révolution, n'est pas rentrée. Mais à bord de cette expédition, il y avait le cartographe, l'hydrographe. Donc l'hydrographie, je rappelle à tout le monde, c'est la science des cartes marines, que ce soit les côtes, que ce soit les fonds. C'est l'hydrographe le plus génial de tous les temps, mais je mesure mes mots. Les Anglais le savaient parfaitement. Il avait donc tracé les cartes de toute l'expédition, des cartes absolument insurpassables à l'époque, en utilisant des montres et en utilisant le cercle de Borda. Borda, l'ingénieur qui lui-même dessinait les meilleurs bateaux du monde. Enfin, on avait des ingénieurs absolument fabuleux à cette époque-là. C'est l'époque des encyclopédistes. Quand ils sont rentrés, les bateaux de l'expédition ne sont pas rentrés pour différentes raisons. D'Entrecasteaux est mort, le second est mort, du scorbut. On est en 1792, entre les officiers de marine royalistes qui apprennent que le roi était raccourci et les scientifiques qui, eux, sont des révolutionnaires, ça se passe très mal. Les scientifiques rentrent de leur côté comme passagers sur un bateau hollandais. Ce bateau est capturé par les Anglais à l'entrée de la Manche, évidemment, comme par hasard d'ailleurs, sans doute. Et les Anglais s'emparent des cartes de D'Entrecasteaux, sachant exactement ce qui se passe. Et des collections d'ailleurs, les collections botanistes et naturalistes, donc les animaux, qui coûtaient extrêmement cher et qui étaient extrêmement précieuses à l'époque. Banks, au nom de l'Université de la Science, fait immédiatement libérer les Français et rend l'ensemble des connexions à la France révolutionnaire, ainsi bien sûr que les cartes de Beautemps-Beaupré. Sauf que, avant de les rendre, il a pris largement et soigneusement le temps de les recopier très scrupuleusement. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'expédition Baudin et Flinders qui se suivent en Australie. Flinders était équipé des cartes de Beautemps-Beaupré françaises
du sud de l'Australie qui avait été dessiné par les Français quelques années plus tôt. Donc, vous voyez à peu près le genre de choses qu'on se fait à l'époque. Mais oui, la montre, c'est la même chose que l'ordinateur en 1942 en Angleterre qui déchiffrait Enigma. C'est la même chose. C'est le même niveau. Eh bien, Patrick, un grand merci et pour votre conférence et pour le temps que vous avez consacré à répondre aux questions qui vous ont été posées. Je n'en vois pas de nouvelles qui s'affirment. Avec le plus grand plaisir. J'imagine donc que vous avez rassasié la curiosité de vos auditeurs ce soir et je dois dire qu'on a hâte de vous retrouver pour vous écouter, nous parler des grandes explorations du 18e et du début du 19e siècle. Patrick, un grand merci. Merci à vous. Sur Storia Mundi. Eh bien, merci à tous. Bien entendu, vous pouvez demander à Laurent mes coordonnées, mon email ou mon Facebook. Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas pensé, posez-les, j'y répondrai directement. Et normalement, Laurent, la prochaine fois qu'on se parle, et à tous qui m'entendez, je vais vous parler des femmes pirates. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et de très bonnes vacances à tous. Les femmes pirates avant les explorations. Patrick, très bonne soirée, très bon week-end à vous aussi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.